Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Le conte que nous allons interpréter aujourd'hui est sûrement le conte le plus connu de Madame de Villeneuve. J'ai nommé La Belle et la Bête. Il était une fois, dans une cité où l'or luisait aux fenêtres, un riche marchand, père de 12 enfants, 6 garçons hardis, 6 filles au regard fier, sauf une, douce et discrète, avait cette lumière qu'aucun bijou ne pouvait imiter. On l'appelait simplement Belle. Un jour, les vents se fâchèrent, les navires sombrèrent, les comptoirs s'effondrèrent. La richesse disparut comme un rêve à l'aube. Le marchand, ruiné, conduisit sa maisonnée à la campagne, et tandis que ses filles aînées maudissaient la boue et les poules, Belle, elle, chantait en lavant le linge et lisait sous les arbres. Un matin d'hiver, une lettre vint briser le silence. Un des vaisseaux perdus aurait regagné le port. Le marchand partit aussitôt. Ses filles, flattées par l'espoir, réclamèrent soie et pierreries. Belle, elle, demanda simplement une rose, s'il vous plaît. Une seule rose. Mais le port n'avait que ruine à offrir. Sur le chemin du retour, dans la brume et la neige, le marchand se perdit, jusqu'à découvrir un château aux portes grandes ouvertes. Tout y semblait vivant, sans l'être, un feu crépitait, la table était mise et on le servit sans le voir. Mais le lendemain matin, lorsque le marchand quitta les lieux, il cueillit une rose pour sa fille dans les jardins. Et d'un coup, la bête surgit, monstrueuse, immense, couverte de poils et de silence. Elle gronda: « Tu as volé. Ta vie m'appartient. » Le vieil homme tomba à genoux, le cœur plein de peur. La bête parla encore: « Tu peux vivre, mais tu dois m'offrir une de tes filles, qu'elle vienne de son plein gré. » De retour chez lui, le marchand raconta tout. Les aînés reculèrent, apeurés. Mais Belle, sans un mot, posa sa main sur l'épaule de son père et dit: « Ne vous en faites pas, père, je partirai. » Le lendemain matin, elle alla jusqu'au château, et au château on l'accueillit comme une reine. Des miroirs parlaient, des servantes invisibles l'habillaient, et chaque soir, la bête venait dîner. Et chaque soir, il posait toujours la même question. Il ne grondait point, il ne touchait point, mais il demandait: « Belle, veux-tu m'épouser ?» Et chaque soir, elle répondait: « Non, bête. » Mais elle rêvait de lui, non pas du monstre, mais d'un jeune homme étrange qui lui parlait en songe. Il disait: « Ne te fie pas aux apparences, apprends à voir avec le cœur. »
Mais les jours passaient, et Belle pleurait parfois en pensant à son père. Il lui manquait, alors non pas que le confort d'autrefois lui manquait, mais la présence simple, l'odeur du bois, le silence entre deux regards, il lui manquait. Alors, la bête, un soir, lui demanda ce qui la troublait. Et elle répondit, sans détour, j'aimerais revoir mon père, s'il vous plaît. Rien qu'un instant. Il hocha la tête. Va, va, mais reviens. Car si tu n'es pas revenu dans 8 jours, je mourrai. Alors elle promit, et elle partit. Elle crut revenir vite, mais dans la maison de son enfance, les heures avaient un goût de miel tiède, trompeur. On la distrayait, on la retenait, et peu à peu, l'image de la bête s'imposa dans ses songes. Non plus comme un monstre, mais plutôt comme une absence. Ses repas, chaque soir, ses moments à parler avec lui de son père, de sa vie, comme un vide à l'endroit du cœur. Elle revint tard. Le château semblait désert, le vent murmurait contre les murs, et dans les jardins, elle le trouva, étendu, inerte, comme vidé de lui-même. Elle s'agenouilla, le prit contre elle, et pour la première fois, elle cessa de résister à ce qu'elle savait déjà. Je suis là, murmura-t-elle. Je ne savais pas que je t'aimais. Il ne répondit pas, mais sous ses mains, quelque chose se transforma. Le souffle revint, le poil se dissout, et les traits changèrent. Ce fut d'abord étrange, presque violent, puis une sorte de lumière douce commença à s'installer. Devant elle se tenait un homme aux yeux pleins de fatigue et de grâce. Il parla d'une voix grave, presque usée par les années d'attente. J'ai cru mourir 1000 fois, Belle. Tu m'as sauvée au dernier moment, et puis, doucement, tu étais la clé. Pas parce que tu es belle, ni parce que je t'aimais, mais parce que tu m'as vue. Et plus tard, il lui confia l'histoire. L'enchantement, la fée, la malédiction, l'enfance oubliée de Belle, son sang noble. Mais ces récits paraissaient lointains, presque superflus. Ce n'était pas un conte, après tout. C'était une rencontre et parfois, cela peut suffire à changer une vie. Fin. Merci de m'avoir écouté, c'était les contes de Gabriel. Alors, comme d'habitude, nous allons passer au sens caché. Alors, j'en ai repéré plusieurs. Alors, en premier point, j'ai trouvé que c'était évidemment une critique du mariage arrangé et de la société patriarcale. Donc, vous le savez, au XVIIIe siècle, hein, les jeunes filles nobles étaient souvent mariées à des hommes qu'elles ne connaissaient pas, plus âgés, parfois disgracieux ou brutaux, des bêtes donc, au sens propre comme au sens figuré. Le comte choisit ici d'inverser les codes, déjà, donc c'est la femme qui a le choix. Bon, c'est vrai qu'elle est proposée en sacrifice, certes, mais on lui laisse quand même la liberté de dire non chaque soir. Ce respect du consentement est rare dans les récits de l'époque, mais bon, néanmoins, cela fait d'une bête une figure assez anti-patriarche, mine de rien, et de Belle une critique des unions imposées. Aimer ne se décide pas sous la contrainte.
Alors, contrairement aux versions, donc l'initiation féminine et la souveraineté intérieure, donc contrairement aux versions édulcorées bien modernes, la Belle de Villeneuve est une héroïne initiatique. Elle est dotée de songes prophétiques, elle refuse les conventions sociales et elle affronte l'inconnu. C'est une allégorie du pouvoir caché, évidemment. Cette révélation finale symbolise une reconnexion à son identité profonde, souvent niée ou enfuie. En aimant la bête, elle devient elle-même, enfin, je veux dire, et elle accède à sa souveraineté, non en épousant un prince, mais en choisissant, en voyant ou en transformant. Enfin, il y a l'allégorie de la transformation intérieure et du double. Donc la bête, c'est aussi l'ombre de Belle. Sa part refoulée, sauvage, obscure, et ce qu'elle rejette et ce qu'elle craint en elle. Le château est un espace onirique, un théâtre de l'inconscient. Alors en acceptant d'y vivre, Belle entre dans un lieu de métamorphose et chaque nuit elle rêve et chaque jour elle change. Donc quand elle accepte la bête, elle ne fait pas que tomber amoureuse d'un être, elle s'intègre, elle embrasse la part animale, instinctive profonde de l'humain, y compris en elle-même. Effectivement, la bête change quand Belle a fini son voyage, quand elle est retournée chez elle et quand elle a compris ce qu'elle aimait. Alors outre le léger syndrome de Stockholm, on va pas se mentir, mais néanmoins, il a changé de visage, enfin. Elle a changé de vision et il a changé de visage. Il n'est plus la bête, le monstre, mais un homme aimable euh, malgré les apparences. Et évidemment, le message le plus important, euh, n'aimez pas les gens pour leur physique, aimez-les pour ce qu'ils sont, bien sûr. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Au revoir.